Happy Monday, everybody, and welcome to What Moves You. Cécile, bienvenue à What Moves You. Merci. Je suis très contente d'être assise devant toi. Ça me fait, dans ces moments-là, ça me fait découvrir à quel point l'Internet, des fois, c'est malade. C'est clair. C'est clair. Pour les gens qui écoutent, Cécile et moi, on se connaît pas. Zéro du tout. Je l'ai connu, en fait, à travers Lucas. C'est lui qui m'a parlé de toi. Pour ceux qui connaissent pas Lucas, vous allez le rencontrer dans quelques semaines dans un prochain épisode. Mais bref, tout ça pour dire que je sors de ma zone de confort aujourd'hui. Puis c'est très thématique parce que je pense que ça va faire partie des gros thèmes de l'épisode d'aujourd'hui. Fait que pour commencer, comment ça va aujourd'hui? Je pense qu'on prend pas assez le temps des fois de se poser les questions. Fait que comment ça va pour de vrai? Comment tu te sens? Ça va super bien. Je suis très honorée. Merci beaucoup de l'invitation. Première fois dans un podcast pour moi. Puis c'est ça, je vais super bien. Tout se passe bien. Je suis, comme tu dis, Internet nous ouvre des portes parfois et de belles rencontres. Donc je suis super contente d'être là. Ben merci. Puis là, pour un peu naturellement, moi, les gens qui écoutent sont surtout sur la côte de Beaupré. Fait que ça me surprendrait peut-être qui ont vu tes réseaux sociaux passer. Mais pour ceux qui te connaissent pas, puis même pour moi, comment tu te décrirais? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce qui te passionne? Alors, j'aime bien commencer mon histoire par le fait que je suis originaire de l'île de la Réunion, parce que ça fait entièrement partie de moi, ma culture, j'en suis très fière. J'ai immigré au Québec en 2016 pour des études de base en éducation spécialisée. Donc j'ai fait mon diplôme à Saint-Georges en Beauce. Donc un gros dépaysement quand on vient d'une petite île tropicale. Mais c'est ça, j'ai fait des études en éducation spécialisée. Je suis arrivée au Québec, j'ai passé mon diplôme, j'ai eu mon diplôme, mais je n'ai pas tout de suite travaillé dans ma filière parce que je me suis pris de passion par l'entrepreneuriat. Donc j'ai commencé avec le commerce en ligne. Pour plusieurs raisons, ça m'a plu et ça m'a beaucoup déplu à la fois. Donc j'ai arrêté, j'ai repris le salariat, etc. Puis on pourra en parler de tout ce que j'ai vécu à travers la reprise du salariat. Mais maintenant, ce que je fais principalement, c'est que je suis de nouveau 100% entrepreneur. Je suis associée dans une entreprise d'exportation de gousses de vanille parce qu'en fait, on a nos plantations à Madagascar et on fait rayonner le savoir-faire sur le marché québécois. Et l'activité par laquelle certainement tu m'as connue plus, c'est la création de contenu. Donc ça va faire 1 an bientôt que je me suis lancée dans la création de contenu par, j'ai presque envie de dire thérapie. Parce que c'était quelque chose qui m'effrayait beaucoup de me filmer. J'avais vraiment peur de ça, mais ça me plaisait énormément également. Et je pense que tout le monde a un message à dire. J'avais envie de dire le mien tout simplement. Donc je me suis lancée sur les réseaux sociaux. Je crée du contenu que je poste quasiment tous les jours. J'ai mon agence aussi de communication à côté. Wow, ok. Fait que beaucoup de choses à déballer. Fait que premièrement, oui, absolument, je veux vraiment revenir sur l'aspect entrepreneur versus salarié et le mélange de tout ça. Je pense que c'est dû au monde en ce moment. C'est quelque chose que beaucoup vit. Peut-être il y en a que pas du tout. Mais je pense que moi, certainement, dans mon expérience, c'est quelque chose que je me pose souvent la question. Puis tu sais, jusqu'à présent, l'entrepreneuriat était beaucoup, du moins pour moi, quelqu'un qui se part en entreprise, mais la définition d'entreprise pour moi était vraiment beaucoup plus, tu sais, tu vends un produit, tu vends un service, et maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a une autre porte complète qui s'est ouverte pour qu'est-ce qui peut être une entreprise, right? Puis, je suis sûre que je sais en fait qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent que justement, qui ont été dans une carrière à salarié, qui ont fait des études, tout ça, puis c'était juste pas trop sûr, puis que pour eux, justement, cette partie-là des réseaux sociaux leur a donné pas une porte de sortie, mais une porte ouverte pour aller se découvrir ailleurs. Puis je pense que, en tout cas, c'est ça que j'entends dans ce que tu me dis. Puis justement, peux-tu parler un peu plus de ton expérience dans qu'est-ce qui fonctionnait pour toi, à quel moment
tu as remarqué que peut-être que ça allait moins bien. Parce que je sais que pour beaucoup de gens, moi inclus, c'est de faire peut-être la transition, de prendre la décision de faire une transition qui peut être vraiment difficile. Alors, j'ai eu, comme je t'expliquais dans mon parcours, j'ai eu pas mal de... j'ai eu 2 périodes où je me suis 100% lancée en tant qu'entrepreneur. Tout de suite après mon diplôme, à ma dernière année, en fait, je me voyais pas du tout rentrer sur le marché. Je me formais beaucoup, j'essayais d'apprendre beaucoup par moi-même. Et je me suis dit que je vais tenter ma chance. Je me donne tant de mois. Et si j'y arrive, j'y arrive. Si j'y arrive pas, de toute façon, je vais devoir payer mes factures, donc il va falloir que je cherche quelque chose. Je suis rentrée à la Réunion en vacances, voir ma famille. Quand je suis revenue, je me suis laissée peut-être un mois et demi à peu près. Et ensuite, je me suis dit, ça va être trop short, je vais prendre un petit travail à côté. Donc, j'ai travaillé un peu pendant 4 à 5 mois. Et mon but, c'était qu'en décembre, à l'époque 2019, je puisse démissionner parce que j'ai généré assez de sous, ce que j'ai réussi à accomplir à ce moment-là. Donc, j'ai pu démissionner début décembre, ça fonctionnait très bien. Et les revenus que j'avais générés me permettaient de me projeter, du moins dans les mois qui arrivaient. La Covid est tombée, etc. Puis, je suis restée dans cette situation-là, 100% dans l'entrepreneuriat. Je faisais du e-commerce, comme je disais, pendant à peu près 1 an et demi. Excuse-moi de te couper, est-ce que tu vendais un produit? Est-ce que c'était du service? C'était du commerce en ligne. Donc, en fait, je faisais ce qu'on appelle du dropshipping. Donc, je créais des boutiques en ligne, je choisissais mes produits, puis je m'occupais de tout, en fait, sauf l'envoi des produits. À l'époque, c'était encore l'époque où le dropshipping était plus ou moins bien fait. Maintenant, je sais que ça dépend des personnes, mais il y a des gens qui l'ont tellement mal fait que ça a une très très mauvaise réputation. Moi, j'ai quand même des valeurs, donc j'ai toujours essayé de le faire selon mes valeurs à moi, mais ça me rejoignait pas. À un moment donné, je me suis rendu compte que faire l'argent, c'est pas tout. Non, vraiment pas. Mais quand j'avais 20 ans, peut-être à l'époque, c'était comme un rêve qui se réalisait pour moi, donc je me disais, c'est possible de faire en fait c'est ce qui m'a ouvert la porte à il y a une opportunité en ligne en fait, c'est possible de faire de l'argent en ligne. Puis moi je me cache jamais que dans la vie je veux quand même faire de l'argent, c'est quelque chose qui est important pour moi parce que l'une de mes valeurs fondamentales c'est la liberté. Et aujourd'hui je sais que ce qui me permettra d'être libre d'une certaine façon c'est l'aspect financier. Donc cette transition vers l'entrepreneuriat, ça s'est bien passé et à un moment donné ça fonctionnait plus comme je voulais, c'était pour subvenir à mes besoins tout simplement, et j'ai dû retourner au salariat. Et ça a été un coup terrible pour moi, très 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 dur. J'ai pris quasiment 2 ans à m'en remettre en vrai parce que c'est l'ego, 100% de l'ego, et je me cache pas de le dire, mais ça a été dur pour moi de dire que j'ai échoué en fait, tout simplement. Je l'ai vraiment pris comme un gros échec, et je sais que c'est pas ça du tout, mais à ce moment-là j'étais incapable de le voir autrement. Donc ça m'a pris quand même du temps à me dire je me repars dans quelque chose, est-ce que je suis vraiment légitime, j'ai déjà échoué une fois de toute façon, etc. Donc tu sais, il y a toutes ces pensées qui t'envahissent, qui font en sorte que tu perds confiance en toi. Donc j'ai vraiment traîné là-dedans longtemps, et à un moment donné encore une fois en fait ça m'a jamais quitté, c'est juste que j'osais plus le faire de par l'historique. Et là, c'est tout récent encore que j'ai requitté totalement. J'ai démissionné, je travaillais chez Desjardins, donc une très bonne compagnie. Puis j'aime dire que c'est l'un des meilleurs employeurs que j'ai eu, vraiment, j'étais bien, etc. Mais c'est pas ce que je voulais pour moi. Donc j'ai travaillé pendant quelques temps dans les deux. Donc justement, on parlait de cette balance-là, qui est pas toujours simple. Dans mon cas, j'ai pas d'enfant, ce qui m'aide énormément. Je vis avec ma blonde. Et elle me soutient énormément là-dedans, donc ça m'a aidé beaucoup, mais pendant quelques mois, c'est sûr que c'est pas facile. C'est des sacrifices, c'est de faire 2 chiffres à 3 chiffres par jour parce que tu veux être en mesure de tout gérer. Et puis finalement, je me suis dit, écoute, peut-être que ce sera encore pour quelques mois, mais j'ai une vision totalement différente. Je me suis dit peut-être que ce sera encore pour quelques mois ce saut-là à 100%, mais si je dois retourner, si jamais ça se passe une nouvelle fois pas comme je voudrais, je sais que je le prendrai pas de la même façon et que je le vivrai pas comme un échec de la même façon. Moi, j'aime ce que tu me dis parce que en fait, je pense que dans ton cas particulier, ça aurait été
deux modes de vie complètement différents, mais je pense que, du moins, moi, quand je t'écoute, je vois tellement cette même mentalité-là, ce même discours comme interne que j'ai eu, mais pas nécessairement par rapport à l'entrepreneuriat. Là, on a toutes, je pense, une idée de comment qu'on aimerait que la vie se déroule pour nous, que ça soit au niveau professionnel, amoureuse, you name it. Puis c'est dur des fois quand qu'on a mis des années à se parler dans cette idée-là, puis de croire à cette idée-là pour nous, puis que là, finalement, ça l'arrive, puis tu sais, peut-être que c'était pas ça que je voulais, finalement, puis c'est difficile dans cette position-là quand t'as l'impression d'avoir travaillé fort, d'avoir atteint l'objectif que tu pensais vouloir, mais que finalement, c'était pas ça du tout. C'est comme une déconstruction, en fait. Parce que tu construis vraiment une identité autour de ça, puis tu te retrouves heurté à quelque chose et tu te dis, peut-être pas finalement. Je pense que c'est, tu sais, peu importe les gens qui vivent ce parcours-là, je pense que c'est honorable de le reconnaître et de travailler là-dessus, parce que pour moi, je sais qu'aujourd'hui, si j'ai cette façon de penser-là et cette mentalité-là en général, cet événement a entraîné celle que je suis aujourd'hui de toute façon. Donc, malgré comment je l'ai vécu et à quel point ça a été dur sur le coup de moi à moi-même, ça m'a construit complètement aussi aujourd'hui d'une certaine façon, en fait. Absolument. Puis je pense que l'autre affaire que j'aimerais te demander, c'est justement, du moins de mon expérience dans ce cheminement-là, il y a des hauts et des bas, là. Il y a des bonnes journées, il y en a des mauvaises. Je serais curieuse de savoir, dans ton expérience, c'est quoi qui t'a aidé à faire ce cheminement-là de non, c'était pas un échec, mais au contraire, ça m'a appris ça. Puis là, c'est dur quand même par ce cheminement-là. Y a-tu des choses dans ton parcours, dans ton entourage, les ressources que peut-être que tu étais allé chercher personnellement qui t'ont aidé là-dedans? J'ai toujours été, je réfléchis, c'est une très bonne question, mais j'ai toujours été intéressée par les livres de développement personnel, le contenu de développement personnel, et je pense vraiment que cet intérêt-là m'a aidé énormément parce que j'ai trouvé des réponses dans des livres, j'ai trouvé des réponses dans des vidéos que je regardais de gens qui m'inspirent, etc. Et j'ai compris que travailler sur soi, c'est pas du tout une honte. C'est super important, et d'ailleurs ma technique en éducation spécialisée, c'est beaucoup ce que ça m'a enseigné aussi. Demander de l'aide, c'est pas nécessairement quelque chose qui est néfaste, pas néfaste, mais demander de l'aide, c'est pas nécessairement quelque chose qui est on n'est pas fou quand on demande de l'aide. Tout le monde a besoin d'une certaine aide, de ressources, comme tu disais justement, et à ce moment-là, moi j'ai pas nécessairement demandé d'aide extérieure, c'était un combat avec moi-même, et je savais que il fallait que je me batte avec moi-même sur ce point-là. Donc j'ai pris le temps qu'il fallait que ça me prenne. Ça a été parfois très dur, des nuits à pleurer au fond de mon lit, et des jours où j'étais prête à y aller. Tu sais, comme tu dis, il y a des hauts et des bas, mais travailler sur moi, apprendre de la psychologie, tu sais, je suis beaucoup dans tout ce qui est la manifestation, la gratitude, tout ce genre d'énergie-là positive qu'on peut envoyer, en fait, et qu'on peut attirer. Et je pense que c'est ça, l'effet cumulé de toutes ces petites actions-là fait en sorte que je m'en suis sortie, en guillemets, si je peux dire ça. Mais travailler sur moi, certainement, grâce au développement personnel, tout le contenu que j'ai pu consommer, en fait. Je te comprends absolument, parce que je suis dans le même bateau, là. Peut-être que moi, ça a été un mélange de tout plein de choses, mon entourage, d'autres podcasts, d'en faire un moi-même. Puis je pense que là, tu viens de frapper un des gros thèmes, en fait, de What Moves You. Tu découvres peut-être pour la première fois le podcast, fait que j'en partage un peu. Puis il va souvent avoir des nouvelles personnes qui vont écouter grâce à ta communauté. Mais pour moi, de me donner la permission de prendre ce temps-là, de offrir de l'aide dans la capacité dans laquelle je pouvais à ceux qui ont besoin d'aide, d'encourager les autres à se poser les questions difficiles. Puis des fois, du moins j'espère, parce que chaque conversation, j'essaie de faire réfléchir les gens et de moi réfléchir dans les questions que je pose, puis dans les réponses des gens aussi. Fait absolument. Puis pour moi aussi, ça a été quelque chose qui a été instrumental là, puis je tiens quand même à dire qu'il y a des journées que toutes ces affaires-là fonctionnent, il y en a d'autres que ça fonctionne pas. Exact. Puis ça, c'est la vie. Fait que là, je veux juste nous ramener un peu à aujourd'hui. Fait que là, tu t'es relancé, là, t'as parlé de l'affaire de l'année d'exploitation, puis parle-nous un peu de
l'aspect entrepreneurial de ta vie présentement. Parce que là, d'après ce que j'ai compris, ça a changé depuis la première expérience finalement que tu avais avec ça. Oui, vraiment beaucoup. Alors, si je fais la comparaison avec ma première expérience et mon expérience de maintenant, grâce par rapport à la vanille et tout, c'est que maintenant, c'est très terrain. On développe une marque, en fait, on développe un produit agroalimentaire. Donc, je dois faire des salons, je fais des marchés, etc. Et c'est ce qui me manquait, en fait. J'ai fait des tests de personnalité et tout. Ouais. Je sais pas si t'aimes bien ce genre de choses-là aussi. Oui. Mais j'adore ce genre de choses-là. J'en ai fait et ça m'a encore une fois permis de mieux me connaître et de comprendre que l'aspect social, c'est quelque chose que je ne peux pas repousser de moi. Ça me dynamise, ça m'aide, ça me donne de l'énergie. Et je le vois vraiment avec l'aspect physique de cette partie business-là que j'ai, avec cette partie entrepreneuriale-là que j'ai, les réseautages, etc. Donc, des grosses découvertes que j'ai fait là en 2023 parce que l'entreprise est toute jeune. De vanille aussi, on a fait notre première mise en marché en juillet l'année dernière, donc on n'a pas un an encore. Mais rencontrer des gens, partager un savoir, c'est comme apporter de la valeur, mais d'une façon différente, parce que j'aime beaucoup le fait d'apporter de la valeur. Penser toujours à comment je peux apporter de la valeur aux gens. Ouais. Et aujourd'hui, dans les 2 branches d'entrepreneuriat dans lesquelles je suis, je le fais, mais d'une façon qui est totalement différente. Parce qu'on parle d'un produit qui est physique, on parle de la vanille, qui est quand même une épice qui est connue, mais pas de la façon dont nous, on l'apporte, disons. Puis, il y a la partie création de contenu, où là, c'est toute une autre valeur que j'apporte. Mais c'est ça, donc là en ce moment, ce que je vis, c'est quand même 2 pôles qui sont complètement différents. Donc j'ai l'aspect très physique, comme je dis, avec les marchés, et la création de contenu et le digital. J'aide les entrepreneurs aussi à créer du contenu, etc. Ben là, c'est très digital. Donc j'ai comme deux mondes finalement avec lesquels je dois jongler. Et ça me plaît beaucoup parce que j'ai compris, je pense il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, que j'ai besoin d'être seule, parfois, que c'est super important pour moi et que ça me recharge en énergie. Et que les gens, même si j'aime passer du temps avec les gens, ça ne veut pas dire que je dois passer tout mon temps avec eux. Donc j'ai cet aspect-là où je peux être toute seule, je peux créer mon contenu, je fais mes choses, je suis avec moi-même, et l'aspect où je suis avec un associé du coup dans notre entreprise, où je fais des marchés, je rencontre les gens, etc. Donc je suis honnêtement en ce moment dans le parfait des 2 mondes pour moi, je trouve, et je trouve ça chouette de pouvoir le vivre. Bah oui. Et j'espère que ça durera le plus longtemps possible, en fait. Et oui, puis j'aime ton histoire parce que ça démontre parfaitement le fait que ce n'est pas une perte de temps de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour apprendre à se connaître, puis justement de se poser les bonnes questions. Puis en fait, je voulais te partager, tu sais, Lucas, en fait, je fais référence à Lucas aussi, là, mais on va donner du contexte, mais un des gros défis que j'ai eu en lançant le podcast, tout ça, puis essayer, tu sais, pour moi, c'était pas mon but de devenir un des plus gros podcasts au monde, tu sais, c'est pas ça mon objectif. Je le fais du mieux que je peux pour aider les gens puis m'aider moi à la fin de la journée. Mais naturellement, une grosse partie de ça, c'est les réseaux sociaux. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui a l'habitude, même dans ma vie personnelle, d'utiliser ça. Puis je suis très choyée d'avoir des gens autour de moi qui font plus ou moins ça comme métier. Où vient Lucas, qui m'a envoyé, il m'a dit à un moment donné, en revenant, je pense, de vos événements de réseautage, « Hey, j'ai rencontré cette fille, puis elle fait du contenu pour apprendre aux gens comment gérer leurs réseaux sociaux, puis faire de la création de contenu. » Puis je pense que son approche est vraiment cool, tu devrais aller voir, ça va peut-être t'aider. Puis effectivement, là au début, je suis pas une autre personne qui dit de faire des affaires qui sont pas authentiques à moi, puis c'est ça parce que on se cachera pas qu'il y en a beaucoup sur le marché. Là. Tout ça pour dire que un beau jour, je suis allée, je vais aller voir le gars qui me parlait. D'habitude, il m'induit pas en erreur. Puis je suis tombée sur la vidéo que tu avais faite à propos de, je me souviens plus c'était quoi exactement le titre ou le speech, mais en grande ligne, tu disais aux gens d'avoir confiance en eux, puis que justement au début tu disais d'avoir peur de filmer ou de peut-être pas se sentir comme ton histoire ou le message que tu essaies de propager est important ou vaut l'attention des autres. Puis je me souviens que ça m'avait vraiment marqué parce que c'était exactement
la peur ou le ressenti pour moi en ce moment, j'ai l'impression des fois de perdre le temps des gens. Je suis très consciente de le temps que les gens me donnent en tant qu'invité ou les gens qui prennent le temps dans leur semaine d'écouter. Puis j'ai vu ton vidéo, j'ai dit wow, genre ça c'est I can get behind this, dans le sens que l'approche est très authentique. Puis j'adore que ton message encourage les gens, que ça soit, tu sais, puis c'est pas pour tout le monde, c'est sûr, il y a pas besoin de tout le monde sur les réseaux sociaux, puis si c'est pas ton truc, c'est pas ton truc. Mais je trouvais que ton approche était vraiment refreshing dans un monde que justement c'est très saturé de plein de niaiseries. Puis je repense à tous les gens avec qui j'ai parlé en tant qu'invité ou même les gens qui m'écrivent des fois tu sais, j'aimerais ça me lancer dans ci, mais j'ai peur, puis c'est terrible. Ouais, puis j'ai dit wow, genre, tu sais, c'est même si on aime peut-être pas ça, c'est tellement un outil qui permet à plein de monde maintenant d'aller se découvrir puis de partir, tu sais, leur petit truc. C'est pour ça, en fait, que je t'invite aujourd'hui. C'est vraiment gentil, ça me touche ce que tu dis. Oui, pour avoir ton parcours, mais aussi parce que je pense que tu as beaucoup de conseils, beaucoup de savoir-faire, de laquelle les gens qui écoutent le podcast peuvent vraiment bénéficier, puis j'aime ton approche. Fait que tout ça pour dire que là, c'était un long intro. Wow! Merci! Je suis très honorée ça me touche vraiment parce que, tu sais, c'est, en fait, qu'on me fasse ce retour-là sur une vidéo que t'as regardée, ou peut-être qu'on a regardé d'autres après, c'est exactement ce qui me fait réaliser que je suis à la bonne place et que mon message passe de la bonne façon. En fait. Ouais, absolument. Puis là, je t'ai fait l'introduction, mais j'aimerais en fait là, aller rentrer dans les petits détails. Fait est-ce que c'est une vision, une approche? En fait, avant même cette question-là, comment tu décrirais ton approche dans tes propres mots-là? Moi, je l'ai résumé, mais pour toi, c'est quoi que tu essaies de dégager en partageant le contenu que tu partages? En fait, ça part d'une histoire, tout ça. Oui. Ça part d'une fille qui est moi, qui n'est pas capable de créer du contenu sur les réseaux sociaux, mais qui a un besoin créatif, qui a quelque chose à partager, qui pense quand même avoir des idées qui ont du sens et que même si elle pense parfois que ces idées n'ont pas du sens, que peut-être que ça résonnera chez quelqu'un. Mais la peur, en fait, terroriser, comme tu dis, j'ai peur, c'est un discours qui revient souvent, mais terroriser réellement de ce qu'on va dire de moi, de pas être pertinent, des commentaires, de la critique, des gens qui me connaissent, plus parfois que des gens qui me connaissent pas. Absolument. Tu sais, je veux dire, tu sais, parfois c'est des peurs bêtes, mais on va se retrouver à une soirée, j'arrive, tout le monde sait que je fais ça. Qu'est-ce qu'on va dire? Tu sais, c'est des trucs, c'est des pensées qui sont tellement irrationnelles, mais que j'avais et qui me bloquaient réellement. Et en fait, l'année dernière, j'ai vraiment essayé de switcher de ma façon de penser et me dire, mais ça y est, ça suffit. T'as 25 ans, tu es jeune encore, et c'est pas vrai que tu vas vivre ta vie à chaque fois dans l'œil des autres, en fait. Donc, c'est le moment de faire des choses qui te plaisent, c'est le moment d'avoir peur, parce que ça va être beaucoup plus beau à la fin. Je le savais, mais c'est juste passer ça. C'était quand même assez compliqué. Et ma première vidéo est encore en ligne, le 17 août. J'ai fait une vidéo, je me suis dit, j'ai posté la vidéo direct, j'ai dit, je me lance un challenge, et une des tâches de mon challenge, c'est de poster une vidéo tous les jours. Et l'annoncer publiquement, j'avais 0 abonnés, j'avais rien du tout. Mais l'annoncer publiquement m'a aidé, en fait, moi, à dire que ça y est, maintenant, je suis une créatrice de contenu. Et j'ai dû me définir. J'ai vraiment, comme je te dis, fait un switch identitaire dans le sens où je suis plus celle qui a peur maintenant, je suis celle qui le fait. Et j'ai commencé de cette façon-là et je me suis juste jamais arrêtée. J'ai appris, j'ai douté, ça a été dur, mais et justement, ce qui me bloquait, on parlait de tous ces contenus, des astuces parfois qui ont aucun sens selon moi et qui font plus bloquer les gens qu'autre chose, tu sais, genre poste à telle heure, fais tel truc, dis telle chose. C'est tout sauf authentique en fait et tu peux que être bloqué quand t'as l'impression il y a une recette secrète ou un truc de parfait à faire. Je me suis dit, mais j'ai trouvé des créateurs de contenu
pas en France nécessairement, c'est moins présent en France, mais peut-être plus aux US ou aux États-Unis, puis en Angleterre par exemple, qui avaient cette façon authentique de parler de leur histoire. Et tu disais, mais comment, tu sais, genre, ça intéresse vraiment les gens, tu sais, il y a rien de fou, il y a rien de tout ça. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux pas être une machine à astuces. Je veux pas être une machine à conseils farfelus. Je veux juste apporter ma vision des choses basée sur mes expériences de vie. Donc ça, c'est vraiment mon mantra, disons. Et parler uniquement de ce que j'ai vécu, de ce que je sais, de ce que je maîtrise pour moi, en fait. Et peut-être que ça aidera quelqu'un à un moment donné. Donc quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux, c'était pas du tout avec ce que j'imaginais. J'imaginais pas du tout faire ce que je fais là, en ce moment. Ouais. Et ça, finalement, j'ai apprécié le fait de documenter, mon processus. Avant, j'y arrivais pas à me regarder. J'ai fait juste ça et c'est pas compliqué, c'est pas des astuces de fou. C'est travailler sur soi, c'est se défaire de la critique, c'est apprendre du temps pour soi. C'est beaucoup, en fait, du développement personnel, finalement. Et on parle de vidéos sur les réseaux sociaux, mais pour filmer, etc., c'était beaucoup ça. Donc, je me suis dit, il y a forcément quelqu'un chez qui ça va résonner, cette façon de penser-là. Et même si je me perds dans une mare de créateurs de contenu qui font des choses différentes et qui attirent l'attention avec des trucs plus flash, il y a forcément une personne, peut-être, qui va être touchée par ce que je fais. Et il y a des gens qui ont commencé à me parler, il y a des gens qui ont commencé à me répondre et tout. Et là, tu vois que, oui, en fait, ça existe et il y a des gens qui ressentent beaucoup. Et ce que tu dis là, je te disais que ça me touche beaucoup parce que, en fait, maintenant, je le fais vraiment naturellement et je dis vraiment ce que je pense sans nécessairement penser aux vues ou quoi que ce soit. Mais ce qui revient toujours, c'est ce côté authentique qui ressort dans mon contenu. Mais pour moi, c'est la seule façon d'en créer. Et en fait, je peux pas parler d'autre chose parce que pour moi, c'est la seule façon de le faire, tout simplement. Tu sais, tout le monde devrait commencer par faire du soi avant d'essayer de plaire aux autres, en fait. Et ça, je pense que tu peux le répéter une deuxième fois. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'on veut créer pour les autres. Et à créer pour les autres, on se perd finalement. Et c'est ça, j'aime bien dire je fais du moi et j'aime apprendre aux autres à faire du soi. Et c'est ce que je développe et c'est ce que je vais développer parce qu'aujourd'hui, on a besoin de cette authenticité-là. On en a un peu moins. Personnellement, les contenus que je regarde sont plus du tout les mêmes contenus que j'aurais pu regarder avant. Il y a comme un retour à l'essentiel qui se fait, mais au vrai essentiel, tu sais, aux gens authentiques qui partagent leur expérience et tout. Et on vit tous les mêmes choses. On est plus ou moins dans les mêmes tranches d'âge. Et on vit tous ce genre d'expérience de vie-là qui fait en sorte que il y a des gens qui sont... Tu sais, quand tu parles à des gens qui sont tellement bloqués, tu te rappelles de toi qui étais bloqué, t'as forcément envie de leur tendre la main, tu vois. Donc c'est un peu ça, mon... Absolument, puis j'adore ton message parce que oui, tu sais, là, on le met très niche dans le concept de la création de contenu, mais toutes les choses que tu viens de dire, les petits morceaux de wisdom que tu viens de nous partager, c'est quelque chose qui applique à la vie au complet, là. T'as pas besoin, puis en toute honnêteté, j'hésitais à faire l'épisode d'aujourd'hui pour la simple raison que j'avais peur que les gens, encore une fois, le contenu pour les autres au lieu de pour soi, j'avais peur que les gens voient des trucs pour les réseaux sociaux, c'est genre laisse faire. Encore. Mais non, mais tu sais, mais c'était pas pour ça que je le faisais, puis c'est pour ça qu'on est assis aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que je pense que tout ce que tu viens de dire, c'est applicable encore une fois à la vie quotidienne. Là, t'as pas besoin de vouloir partager ta vie complète sur les réseaux sociaux. Ça peut être tout simplement comment t'es dans tes amitiés, comment tu partages avec ceux qui sont proches de toi, comment tu te sens dans ton propre corps, est-ce que t'es fière, est-ce que t'es satisfaite dans ta vie, dans ce que tu fais, les projets que t'entreprends, puis c'est des grosses questions, puis on a peur de s'y poser, mais aussi cliché que ça peut être, je veux dire, la vie est trop courte pour pas se poser ces questions. Sérieusement, beaucoup trop. Puis tu sais, en 8 mois que j'ai posté du contenu, je pense que j'ai tellement appris sur moi, mais vraiment réellement, parce que je pousse mes réflexions, j'ai envie d'en savoir plus, je lis plus, je consomme plus de contenu qui me ressemble. Donc forcément, ça entraîne ce côté-là. Et
j'aime dire que mon compte Instagram, c'est un peu comme mon journal intime finalement. Et c'est drôle de voir les différentes vidéos qui sont vraiment corrélées avec ce que je vis en ce moment. Tu sais, en décembre, puis je crée du contenu sur tout et n'importe quoi parce que je ne veux absolument pas que les gens m'associent à un seul thème. Je suis une personne qui a plusieurs intérêts et je pense que on devrait créer sur nos intérêts en général, sur notre personne à nous. Et si quelqu'un me suit pour moi, il me suivra pour tout ce que je fais généralement. Et en décembre, j'ai fait un challenge où j'ai fait le cold plunge. Donc, je me suis immergée dans de l'eau. Et de base, je voulais pas de l'eau glacée, en fait. De base, je voulais pas du tout le poster sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, ouais, mais pourquoi? Parce que je parle de vidéos, j'ai pas le droit de faire ça. Tu sais, c'est toujours ce petit truc-là de, est-ce que je le fais pas parce que j'ai peur de ce que les gens vont dire, ou est-ce que je le fais pas parce que pour une autre raison. Puis c'est toujours finalement les autres la raison. Puis à chaque fois que ces autres-là, la raison des autres arrive, je me dis, non, je vais le faire quand même. Puis finalement, les gens se sont retrouvés rejoints là-dedans, pas par l'aspect du bain froid, par l'aspect que je voulais véhiculer encore une fois, qui est la volonté de se dépasser, moi c'était vraiment autour de ça que je voulais. Je fais beaucoup d'anxiété aussi, ça m'a beaucoup aidé pour mon anxiété, puis ça j'en parle aussi ouvertement. C'est comme plein de petits sujets, on est des jeunes adultes en fait, on a la vingtaine, puis on vit des choses, c'est normal de les vivre, et on n'est pas obligé de tout le temps s'identifier à des gens qui passent leur vie dans les restos, j'ai testé tel resto, j'ai fait tel voyage, et la vie de personne est plate, comme on peut dire. Là, il y a des gens qui disent, oh, mais ma vie est plate, j'ai rien à poster. Non. Tu as des expériences, peut-être t'es plus jeune que moi, peut-être que t'es plus vieux que moi, mais t'as vécu des choses qui sont totalement différentes des miennes. Et c'est ça, finalement, ce que t'as apporté, en fait. Non, absolument. Wow, je vais devoir prendre une pause. C'est parfait. C'est tellement vrai ce que tu dis, puis j'espère que les gens ont pas cliqué out de l'épisode parce que le message est vraiment important, puis merci d'être là aujourd'hui pour le partager, je suis contente. Puis là, je me transitionne un peu dans quelque chose un peu moins lourd, peut-être un peu moins sérieux, mais je suis comme obligée de te demander c'est quoi tes meilleurs trucs justement pour quelqu'un. Bon, là, ils ont entendu ton message. Bon, ça y est, j'ai terminé d'avoir peur. Je me lance. Que ça soit, peu importe le milieu, que ça soit de la bouffe, que ça soit de l'entraînement, que ça soit name it. C'est quoi tes conseils? Selon moi, il faut toujours commencer par faire le plus simple possible. Fais ce qui est... En fait, on a tendance à vouloir faire ce qui fonctionne, encore une fois. Mais... selon moi, il faut faire ce qui est le plus simple à faire pour nous. Si ce qui est simple pour toi, c'est de sortir ton téléphone quand tu marches dans la rue, quand tu te rends à ton travail le matin, puis tu as des idées qui te viennent en tête, tu as juste besoin de filmer ça, puis tu as ça à dire, fais-le et poste-le, ce contenu-là. Parce que c'est peut-être les choses les plus pertinentes que tu as à dire, donc à ce moment-là. Si ton contenu, c'est plus d'être dans l'histoire, dans la nature, etc., fais ce genre de contenu. Donc c'est toujours, selon moi, le plus simple à commencer, c'est de faire ce qui est simple pour nous et de faire en sorte que ça nous plaise, en fait, finalement. Parce qu'essayer de faire des choses qui fonctionnent, c'est peut-être pas des choses qui nous ressemblent. Donc, encore une fois, je ramène toujours à la personne, mais c'est parce que pour moi, c'est la base, en fait. Je vais pas commencer à dire, mon premier conseil, c'est de poster tous les jours pendant minimum 6 mois. Puis ensuite, de mettre 8 hashtags. Alors, tu mets 4 hashtags comme ça, puis 4 hashtags comme ça. Et tu dois bien poster entre 9h et 11h parce que sinon, ça ne fonctionnera jamais. Non. Si un jour, ce genre de conseil sort de ma bouche, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais c'est vraiment pas ça. Mon approche, c'est vraiment, numéro 1, c'est faire ce qui est le plus simple. Tu sais, comme, par exemple, toi, tu fais des podcasts, tu parles à beaucoup de gens. C'est bête, mais tout ça, c'est du contenu, en fait. Tout est du contenu aussi. S'habituer à... Je pense aussi que de travailler son aisance devant la caméra, devant le média en tant que tel, c'est très, très, très primordial. Parce que souvent, on le fait pas parce qu'on manque un peu de confiance en nous. Donc, le travailler, ça va nous forcer à travailler ce petit côté-là chez nous, devenir plus à l'aise à l'oral. Ça travaille nos habiletés sociales. Tu sais, moi, je le vois, je suis beaucoup plus à l'aise
Tu sais, je pense que j'aurais figé il y a 8 mois, là, sérieusement, devant le... Donc, ça travaille un peu tout ça aussi, puis ça permet de toujours te dépasser, tu vois, toujours faire un petit peu mieux chaque jour sans se mettre trop de pression. Et si pour toi, tu veux faire une vidéo par mois, fais une vidéo par mois. On s'en fout complètement du nombre, du volume, de la quantité. Ça dépend forcément des objectifs, mais faire ce qui est simple, faire ce qui nous ressemble. Et voilà, je dirais que... Parce que, par exemple, je parle beaucoup de création de contenu, moi, dans mon contenu à moi. Mais selon moi, tu as dû en entendre parler, puis c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler en entrepreneuriat en général, mais il faut choisir une niche. Il faut choisir, bon, moi, je veux parler de voyage, je veux parler de bouffe, je veux parler de tout ça. Et le problème avec ce truc de niche-là, c'est que les gens passent des mois à savoir quelle niche ils veulent travailler, et du coup, ne font rien. Ouais. Alors que tous tes intérêts, en fait, c'est toi la niche, j'aime dire. La niche, c'est vraiment ta personne à toi. Et ce qui construit ton contenu, c'est tous tes intérêts, c'est tes expériences de vie, c'est ce que tu vis en ce moment, c'est ce que tu as vécu, c'est ce que tu vivras plus tard. Et ça m'étonnerait que tu ne trouves pas t'as pas des choses à raconter quand tu penses de cette façon-là, en fait. Ouais, ben en fait, c'est comme l'équivalent de quelqu'un qui dit il faut qu'à 24 ans, j'aille ma job de rêve, ma maison de rêve, mon mari ou femme parfaite, nanana. Mais comment t'es supposé savoir c'est quoi ton rêve à 22 ans? Ouais, exact. En tout cas, moi, c'est ça que j'entends dans ce que tu me dis, que Vraiment. j'apprécie le point de vue. Puis, je voulais revenir un peu à ton point de l'objectif. Tu m'as dit, tu sais, c'est sûr que les conseils vont varier selon ton objectif. Ouais. Puis, je pense que dans tous les sphères de la vie, je veux dire, c'est une question qu'on se fait souvent poser. Pourquoi je le fais? Ou c'est quoi mon why derrière ça? Puis, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que tu penses de... Est-ce que t'encouragerais, mettons, les gens à avoir un why, le pourquoi, avant de commencer? Ça, c'est une autre chose que j'ai souvent entendue. Ouais. Puis, bref, je te laisse, puis après ça, je t'explique pourquoi je pose la question. Parfait. Il y a des gens qui ont, selon moi, pas fait la réflexion, mais on en a tous un petit peu au fond. Tu sais, moi, mon why du début n'est plus mon why de maintenant, mais c'est ce qui m'a quand même permis de démarrer. Et mon why de ma vie en général dirige tout ce que je fais de toute façon. Mais parfois, tu sais, le gros why final est beaucoup trop loin pour les petites actions qu'on doit faire pour y arriver. Je sais pas si je me fais comprendre, mais ça prend des micro-why. Ouais, selon moi, oui, ça prend des étapes, en fait. J'aime ça. Il y a le big why qui est comme... Parfois, pour moi, il n'y a pas d'ambition trop grande dans la vie, mais il y a le gros why. Mais tu sais, si ton gros why, je sais pas... je vais dire le mien, là, mon gros why, moi, dans la vie, c'est, comme je disais, la liberté, c'est hyper primordial pour moi. J'habite à 15 000 km de toute ma famille. Et je veux pouvoir un jour me dire que si ma famille a un problème, s'il y a quelque chose, il y a quoi que ce soit, je sois en capacité, peu importe où je me trouve dans le monde, de les rejoindre le plus vite possible. Ça, c'est mon plus gros why de tous les temps. C'est vraiment cette liberté-là d'être auprès des miens, cette liberté géographique et financière qui va me permettre de surtout me déplacer, de rejoindre les miens, en fait. C'est quelque chose qui me terrorise d'un jour de dire je peux pas être là. Donc, ça, c'est... Mais si je te dis, bah, du coup, je fais des vidéos pour ça, c'est pas très corrélé, tu comprends? C'est pour ça les micro-why sont importants à ce moment-là. Et c'est comme quand tu découpes un objectif sur 10 ans, un objectif sur 3 ans, puis un objectif par mois, puis un objectif par jour. Je le vois un peu de cette façon-là. Et oui, pour moi, c'est important d'avoir un why, mais de bien y penser, parce que ton why ne peut pas être... c'est quand même une grosse question, je pense, parce que comme je t'ai dit, il y en a, je pense, qui savent exactement au fond leur why, mais ne savent pas mettre des mots dessus. Et il y en a qui disent savoir leur why, mais que leur why n'est pas nécessairement quelque chose de sain. C'est pas vraiment ce qu'ils veulent, c'est forcément axé sur quelqu'un d'autre. Donc oui, c'est important d'avoir un why, parce que selon moi, c'est une histoire de motivation. Après, si tu sais pas pourquoi tu le fais, je veux dire, t'auras l'impression de patiner dans le vide. Et quand t'as des moments
où t'es vraiment en bas, où tu doutes de toi, t'as quand même besoin de quelque chose qui te dit ben pourquoi je le fais finalement, tu sais, c'est quoi la raison pour laquelle je fais tout ça. Et si la raison est attachée à quelqu'un d'autre ou à d'autres personnes, ça va être difficile de continuer. Tandis que si tu trouves quelque chose qui foncièrement te fait du bien à toi et dans lequel tu te vois t'épanouir, ce sera plus simple. Donc oui, je conseille et ne pas avoir peur en fait que ce why-là, il peut changer. Comme je disais, il y a 8 mois, mon why n'est pas le why que j'ai aujourd'hui, le micro-why. C'est quand même très différent, mais je me rends compte que c'est différent parce que l'autre why, je l'ai atteint. Donc forcément, ça change et on évolue en fait. Ouais, non, absolument. Puis je suis curieuse parce que je me trouve un peu dans tous les bateaux que tu viens de nommer. Dans le sens que autant, je vais garder l'exemple du podcast parce que c'est ça qui est plus simple, là, mais ça l'applique à toutes les autres sphères de ma vie aussi. Mais en partant What Moves You, j'avais une idée dans la tête de pourquoi je le faisais. Puis c'était pour m'aider moi, c'était pour aider les autres, c'était vraiment d'aller remplir le besoin de partager mon histoire. Puis après ça a été long avant que, puis en fait, je sais pas si j'ai atteint cet objectif-là. Je veux dire, je sais pas. Est-ce que je vais un jour me sentir accomplie dans cette énorme mission que j'ai entreprise? Peut-être pas. Puis c'est cette partie-là qui fait réfléchir au fait que peut-être que, en fait, je sais pas pourquoi je le fais. Je pense que peut-être cette raison-là que j'ai nommée, cet objectif-là, peut-être, a peut-être été l'objectif que j'ai été obligée de me donner pour partir. Mais la vérité, c'est qu'en ce moment, j'ai aucune idée pourquoi je le fais. Je sais pas c'est où que je m'en vais. Je sais pas ça va ressembler à quoi dans 3 mois. Je veux dire, c'est tout est une découverte. Puis je suis quelqu'un qui se met beaucoup de pression à cause de ça. J'aimerais ça avoir les réponses maintenant, là. Pas dans 4 ans, mais là. Puis je te pose la question parce que je me compte dans qu'est-ce que je vais dire, là, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui s'empêche de commencer parce qu'ils n'ont pas trouvé cette raison-là. Puis c'est un peu comme un gros paradoxe parce qu'il y a beaucoup de monde, peu importe que ça soit un coach de carrière ou un coach de création de contenu, qui vont dire, tant que tu sais pas pourquoi tu le fais, tu peux pas le faire. Puis ça, c'est peut-être de la bullshit, là, je sais pas. Mais c'est un discours que, du moins, moi, j'ai souvent entendu, il faut peut-être un pourquoi avant d'avancer, pour avancer, pour être capable d'avancer. Puis là, je me retrouve dans une situation que, oui, entre guillemets, je suis partie, mais j'ai aucune idée, je m'en vais où, puis je sais pas pourquoi je le fais. Fait que, je te posais la question parce que j'étais curieuse d'entendre ta réflexion de, est-ce que quelqu'un qui est assis à la maison, qui pense se lancer, je sais pas, dans leur propre entreprise, dans une nouvelle carrière, dans une nouvelle relation, tu sais, peu importe, un nouveau projet de passion, mais qui sait pas encore qu'est-ce qui l'attire à propos de cette opportunité X-là. Est-ce que tu te lances? Comment t'affrontes cette peur-là de commencer sans savoir trop si tu t'en vas puis pourquoi tu as le goût d'y aller? C'est une très bonne question, sérieusement, très très bonne question. Je réfléchis en même temps que tu le dis parce que je pense que c'est un gros questionnement pour de vrai. Et t'as raison dans ce que tu dis que je me suis aussi trouvée souvent dans ce genre de réflexion-là. Je le fais, je sais plus ou moins pourquoi, mais comme c'est bizarre en fait, on se retrouve on a comme des périodes où on sait pas vraiment pourquoi. Je vais encore une fois me baser sur mes expériences et comment moi j'ai vécu les choses pour répondre parce que je prétends pas avoir la réponse exacte de toute façon, mais quand j'ai voulu me lancer dans la création de contenu, je savais pourquoi, mais je savais pas vraiment ce que je faisais. Donc ça rejoint un peu ce que tu disais. J'avais quand même pourquoi, mais je savais pas pourquoi. Je sais pas comment le dire. Tu voulais en venir, exactement, c'est quoi ça. Le but final? C'est quand qu'on va avoir atteint. Mais je savais que là, je sais pas, c'est ce dont j'avais besoin, c'est ce que j'avais envie de poursuivre comme but là, en ce moment. Ça fait un moment que j'y pensais aussi. Ça, c'est quelque chose, un bon indicateur aussi pour moi. Quelque chose qui reste dans la tête là pendant plusieurs mois, pendant plusieurs semaines, qui nous lâche pas, puis que
il y a comme ce truc de on le fait pas. La raison, c'est ça, je pense. Pourquoi tu le fais pas en ce moment-là? Tu sais, c'est quoi est-ce que t'as peur? Ouais, exact. Est-ce que t'as peur de quelque chose? De quoi t'as peur? Tu sais, pourquoi? Puis il y a le type déconstruire à chaque fois. Puis c'est difficile, mais je sais plus, je voulais en venir avec ça, mais oui, c'est ça. Moi, mon expérience, que pareil, je me suis lancée, je savais plus ou moins pourquoi, mais c'était quand même très flou, et ça s'est précisé après. Tu sais, oui, je voulais être plus à l'aise sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi faire? Ouais. C'est quoi la compétence? C'est quoi le hack que je débloque là? Si je fais ça dans ma vie, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est si important que ça? Tu sais, qu'est-ce que je suis en train de poursuivre en fait? Et je parle beaucoup aussi parfois du fait de... Je suis très ouverte au fait de laisser parler ses sentiments. Ouais. Mais je pense que parfois, écouter toujours ce qu'on ressent, c'est plus ou moins bénéfique. Quand on ne sait pas lire nos sentiments. Tu sais, quand on a de la peur, par exemple, il y a souvent quelque chose quand on ne fait pas quelque chose, il y a souvent de la peur qui est cachée par derrière, etc. Mais quand tu ne veux pas poster une vidéo parce que, je sais pas, parce que tu as peur en tant que telle. Tu sais, cette émotion-là, elle n'est pas super rationnelle, tu comprends? Donc, je parle de ça quand je dis étouffer ses émotions. Tu sais, y aller plus avec la raison parfois que les émotions. Il faut quand même être conscient de ça et se dire, bon, bah là, j'ai peur, voici pourquoi j'ai peur, mais je le fais quand même, en fait. Et donc, ouais, c'est ça, je pense que on sait pas toujours pourquoi on fait quoi que ce soit, mais je pense qu'aujourd'hui, par exemple, si tu continues le podcast, c'est que ça t'apporte quand même quelque chose. Il y a quelque chose qui vient te chercher quand même et peut-être que parfois, tu finis un épisode ou tu vas vers un épisode et tu te dis, ben merde quoi, je sais pas ce que je fais là, puis je sais pas ce que ça m'apporte, mais la discussion qu'on a aujourd'hui aura peut-être un effet sur une discussion que tu auras plus tard. Donc tu sais, je pense que c'est dans l'action qu'on se rend compte finalement parfois de pourquoi, puis se créer ce momentum là en fait. Ouais. Parfois on sait pas pourquoi, mais quand on crée ce moment là, quand on se met en action de quelque chose, ben c'est là que ça nous nourrit, puis ça vient Oui, absolument. Puis en fait, qu'est-ce que j'entends, puis j'ai comme eu la réalisation maintenant que tu parlais, c'est qu'on se fait souvent demander et on se pose souvent pourquoi, le why. Ouais. Mais peut-être que la question qu'on devrait aussi se poser, surtout dans le moment où que ce why-là est pas clair, c'est pourquoi pas. Ouais. Why not? Vraiment. Puis, moi, c'est ça qui m'a frappé dans ta réponse. Je pense que ça clique à quelque part, je pense que c'est peut-être ça le petit morceau, puis là, j'ai pas la réponse au monde, mais je pense que peut-être qu'on pourrait bénéficier de se poser cette question-là aussi de plus souvent. Où que j'allais m'en venir avec ça? C'est une grosse question. J'ai comme eu genre le pouf dans le tête tantôt, et là, c'est où que je m'en vais? Ben, en fait, il me reste quelques questions. Ouais. C'est plus, là, j'ai comme, à chaque fois, j'apprends pas. À chaque fois, je dis, là, il faut pas que j'oublie d'idée, puis j'ai posé ça, puis j'oublie à chaque fois. Désolée. Il y a plusieurs gros thèmes à retenir. Il y a la santé, le développement personnel, la santé mentale. Puis, dernièrement, moi, j'ai été beaucoup affectée par la santé mentale et à découvrir l'importance d'en prendre soin. Fait que je suis toujours curieuse de savoir qu'est-ce que les gens font pour prendre soin de leur santé mentale. Fait que dans ton cas, ça ressemble à quoi ça pour toi? Gros travail, ça aussi, je pense, travail d'une vie, j'ai envie de dire, parce que selon les étapes qu'on passe dans la vie, je pense qu'on n'est jamais préparé à la prochaine étape, mais on faut travailler sur celle dans laquelle on est en ce moment. Qu'est-ce que je fais pour prendre soin de moi? J'ai appris à comprendre que c'est OK de vouloir être seule et de prendre le temps de me lire, moi, de me poser. Écrire, ça m'aide énormément. J'ai découvert ça quand même assez récemment, mais c'est comme... c'est assez thérapeutique, en fait, l'écriture, je trouve. Faire des choses que comme il y a un point de vue au Vieux-Québec que j'adore, juste en bas de la citadelle, où on a vu sur le château, puis le fleuve, c'est magnifique. Et j'adore cet endroit, mais je l'adore différemment quand je suis toute seule. J'ai l'impression vraiment à chaque fois de prendre une émotion qui m'envahit, qui est assez incroyable, et je me sens toujours bien après. Et
comme je t'ai dit, je suis quelqu'un de très social, donc j'ai pris du temps à comprendre que j'ai besoin d'être seule. Parce qu'aussi, c'est bizarre d'être seule. Je mets des guillemets là, mais tu sais, quand j'ai commencé à vouloir passer du temps seule, mon entourage a trouvé ça un peu particulier quand je suis celle qui veut toujours passer du temps avec les autres. Tu parles-tu plus dans un contexte genre de relation d'amitié proche ou juste en général? Amitié proche et dans mon couple aussi. Ok. Ça n'a pas été des grosses situations, mais c'est sûr que du jour au lendemain, je vais faire du vélo avec qui? Avec moi, toute seule, parce que ça me fait du bien. Tu sais, c'est toujours un peu particulier, mais moi je dirais que prendre le temps d'être avec moi, de me retrouver, le sport, ça m'aide énormément. Je néglige d'ailleurs encore bien trop le sport, mais des périodes où j'en fais pas, je le ressens. Là, la charge mentale devient trop intense. Je suis beaucoup plus anxieuse parce que je le disais, mais je fais beaucoup d'anxiété que j'ai appris à gérer. J'ai appris à gérer, mais j'ai appris à mettre des mots dessus parce que je n'étais pas au courant que je faisais de l'anxiété avant. Comme je disais, puis c'est pour ça que je dis mes origines ont une importance parce qu'on n'a pas du tout la même culture. Et ce genre de questionnements-là sont très différents là d'où je viens, bien que ce soit quand même assez ouvert, etc. C'est des questionnements qu'on se pose pas vraiment, tu vois. Et le travail social, dans le social que j'ai fait une thérapie également. Ça m'a appris à mettre des mots sur ce genre de choses-là et j'encourage tout le monde à apprendre à se connaître réellement, à lire, à avoir envie de se découvrir, en fait. Je pense que ça, apprendre de soi, c'est vraiment important. Donc, le sport, les suppléments récemment, ça n'a rien à voir du tout. Alors, j'aime ça. Parle-moi de ça. Moi, je suis un health nerd. Alors, les suppléments... Alors, j'ai la peau foncée. Je viens d'une île tropicale et j'ai jamais pris de vitamine D de ma vie parce que j'ai toujours été exposée au soleil. Sauf que depuis 2016, entre septembre et décembre, je suis en dépression. Mais mais horrible. Alors, mais terrible. Je comprenais pas ce qui se passait. Pendant 3-4 mois, dans une année, se sentir... comme ma mère. Ouais, c'est ça. C'est assez difficile. Et d'autant plus quand j'ai commencé à avoir une activité entrepreneuriale, à avoir un quotidien qui était de plus en plus... Tu sais, là, t'as des responsabilités qui sont différentes. Et j'ai tendance à faire... Mon anxiété me fait faire de l'autruche, comme j'aime dire. Donc, je me cache, puis je bouge pas. Là, je fige complètement. J'en ai conscience maintenant, donc j'agis quand même différemment. Mais c'est quand même un gros point. Exact. Comme un gros point sur lequel je dois travailler encore aujourd'hui. Et la vitamine D a sauvé ma vie. C'est bête, mais j'encourage fortement les gens à sérieusement, j'ai aucune formation médicale ou quoi que ce soit. J'ai vu une naturopathe pour moi, ça a été basé sur ce que j'ai vu. J'aime ça, naturopathe. Mais j'ai consulté une naturopathe, je lui ai demandé, puis elle m'a dit, c'est absolument normal, certainement que tu as des carences que tu combles pas. Et en fait, je me suis rendu compte que parfois, les problèmes de santé mentaux ne sont pas nécessairement mentaux, mais biologiques, genre. Donc, la vitamine D, moi, cet automne, j'ai passé le meilleur automne depuis que je suis au Québec. Et pourtant, ça a été un de mes automnes les plus chargés. Mais je me sentais bien, j'étais bien, j'avais de l'énergie. C'est hot! Juste la vitamine D, quoi. As-tu déjà essayé, je suis sûre, les gens au Québec connaissent quand même ça, là, mais la thérapie de lumière, il y a certaines personnes, moi inclus là-dedans, justement, qui sont vraiment sensibles au changement, mettons, de soleil, tout ça. Il y a des lampes qui existent où que les ampoules sont comme un peu plus fortes que genre une ampoule au plafond. Puis il y a des gens qui se mettent, tu sais, devant cette lampe-là pendant 30 minutes, 1 heure par jour, puis ça les aide vraiment. Est-ce que t'en as une, toi? Oui. Ouais. Moi, je m'expose le matin, en fait. J'essaie de le faire avec la lumière naturelle le plus possible. Oui. Et ça fait en sorte que je sors aussi, parce que je travaille beaucoup devant un écran. Et ça me permet de me dire, premier truc que je fais le matin, j'ai un chien, je prends mon chien puis je sors. Puis je vais m'exposer au soleil, tu sais, je fais j'ai des petits trucs qui sont comme des petits trucs, pas que je garde pour moi, mais tu sais que
pas tout le monde comprend pourquoi on fait, mais notamment marcher pieds nus dans l'herbe, tu sais, ce genre de choses-là, m'exposer au soleil le plus tôt possible le matin. Moi, c'est moi. Exact. C'est pas possible, continue. Donc là, depuis qu'il y a plus de neige, j'adore ça. Le matin, je sors, je marche pieds nus, ça me fait du bien, c'est bon pour tout, en fait. Marcher beaucoup aussi dans la journée, tu sais, plein de petits trucs comme ça, qui paraissent pas, tu sais, c'est pas fou, mais on se rend pas compte qu'on vit en ce moment dans une société où on est beaucoup assis, où on a envie d'être dans le canapé, devant la télé, de manger pas bien, etc. Mais moi, depuis la dernière année, disons, je fais très attention à ce que je mange. J'essaye de bouger le plus possible. Puis je le vois dans mon énergie, je le vois partout que quand je mange bien, quand je bouge assez, puis que j'ai de l'énergie, en fait. Si t'as les journées où t'es amorphe, où ça va pas, ou etc. Puis j'essaye d'avoir une routine, une discipline quand même assez carrée là-dessus parce que j'ai besoin d'énergie. Mais je m'autorise aussi à lâcher prise, bien évidemment. Les journées où on est dans le fauteuil puis on fait rien, ben je sais pas toi, ce serait intéressant que tu me donnes ton point de vue là-dessus, mais de par mon anxiété de performance un petit peu que j'ai, j'ai du mal à genre faire des journées cocooning à fond, puis ne penser à rien. Puis moi aussi, puis je te dirais que là, je vais faire un peu, les gens qui écoutent le podcast vont en savoir un peu, mais je vais te le partager un petit peu en résumé parce que ça prend le contexte pour comprendre. Mais là, maintenant, 2 ans et demi, du jour, pour moi, ça a paru du jour au lendemain, mais la vérité, c'est quelque chose qui s'est développé, ça faisait des mois et des mois que je m'en étais juste pas rendu compte. Mais j'ai toujours eu le syndrome du côlon irritable. C'est quelque chose qui varie selon, justement, ton anxiété, ton stress que tu manges. Mais mes symptômes, c'était tellement pas quelque chose de grave, entre guillemets, que, tu sais, quand tu parles pas de ça avec les gens, fait tant qu'il y a pas quelqu'un qui te dit non, c'est pas normal de te sentir ballonné puis tu sais d'avoir pas d'énergie ou des mal de tête, tu sais, ça se manifeste différent pour plusieurs personnes, mais j'ai comme découvert à travers tout ce processus-là que j'en avais un peu. Fast forward, l'été, il y a 2 ans et demi à peu près, j'ai fait une colite infectieuse. Je sais pas de où c'est parti, j'ai jamais découvert pourquoi je l'ai faite, mais pour guérir une colite, ils n'ont jamais trouvé la bactérie en tant que telle qui a causé mon infection, mais ça m'a complètement mis à terre. Genre, le système digestif était fucké. Je veux dire, j'ai été 2 semaines, là, je vais garder quelques détails, là, parce que c'est dégueu, là, mais tu sais, à pas manger, à genre tout me vider, tu sais, genre vraiment pas cool. Mais vu qu'ils n'ont jamais trouvé la bactérie, ils pouvaient pas te soigner. Ben, ils m'ont soigné, mais ils m'ont donné genre un antibiotique tellement intense, tellement, parce qu'ils savaient pas quelle bactérie. Fait que j'étais tellement, tu sais, en train de me déshydrater, c'était sérieux. Fait qu'ils ont dû me donner un énorme antibiotique pour me guérir. Puis ça a fonctionné. Sauf que, puis là, ça, c'est toutes des affaires que j'ai appris avec le processus, mais mon système digestif était déjà pas en bon état à cause du syndrome de côlon irritable que je savais pas que j'avais. Puis là, en plus, ça lui a fait mal. Il y a tellement eu d'inflammation, puis toutes les bonnes bactéries étaient détruites. Puis là, en plus, t'embarques l'antibiotique là-dessus. C'est comme, tu sais, t'as un microbiome. Ouais, c'est ce que j'allais dire, t'en as plus, genre, t'en as très peu. Il y en avait plus. Il était fucké. Puis, sans trop rentrer dans les détails scientifiques, on a tous des bactéries dans notre intestin, mais quand t'as pas assez de bonnes bactéries, ben ça laisse la place non seulement aux mauvaises bactéries pour se propager, mais tous les systèmes de régulation qui sont dans ton corps ne fonctionnent plus correctement. Très bonne série sur Netflix là-dessus, qui est sortie récemment d'ailleurs. Je t'invite à regarder les autres aussi, mais ça parle exactement de ce que tu parles. Fait que c'est ça. Fait que là, encore une fois, je m'en suis pas rendu compte, mais l'autre chose qui peut se passer, puis c'est ça qui s'est passé dans mon cas, c'est que j'ai des bactéries qui ont
poussé, qui se sont propagés dans des endroits où t'es pas supposé d'en avoir, notamment mon petit intestin. Okay. Fait que tout ça s'est fait sur une période d'1 an. Mais pour moi, les symptômes que ça m'a causés étaient pas tellement hors de l'ordinaire que les symptômes que j'avais déjà. Sauf que 1 an plus tard, ça c'est, j'ai eu la COVID, j'ai eu plein d'affaires, j'étais malade, très fatiguée, puis tu sais, c'est facile, je pense qu'on peut tous se reconnaître là-dedans. Ah, c'est bon. Tu sais, j'ai juste travaillé trop fort. C'est pas si pire. J'ai eu COVID, ça doit être encore des séquelles de ça. Puis, ça faisait 1 an, justement, que j'étais malade à toutes les 2 semaines. Que ça soit la grippe, un rhume, tu sais, genre des affaires. J'attrapais tout. Puis, j'étais pas capable de récupérer. Puis c'est là que je m'en suis rendu compte au début parce que moi, j'étais tout le temps malade, mais mon entourage était jamais malade. Jamais. C'était pas eux qui me le donnaient. Si moi, j'étais malade, ils attrapaient rien. Puis à ce moment-là, dans ma vie, je m'entraînais vraiment beaucoup. Je faisais beaucoup de courses, beaucoup d'entraînement, de musculation, tout ça, pas professionnellement, rien juste pour mon plaisir. Mais j'étais rendue dans une des meilleures formes que j'avais jamais eues de ma vie. Fait que c'était quand même un haut volume pour moi. Puis du jour au lendemain, même si rien avait changé, entre guillemets, j'étais plus capable de suivre. Tu sais, je faisais avant, j'hésite un peu à mettre des chiffres là-dessus parce que je veux pas que les gens se comparent, mais je pouvais partir courir 1h30 sans problème. Puis de recommencer le lendemain matin, ou même des fois dans le même après-midi sans problème. Puis là, j'étais même plus capable de me récupérer le lendemain. J'avais mal partout. Tu sais, juste énergie totale. Fait que là, il y a eu le système immunitaire, il y a eu le fait que je récupérais pas dans mes entraînements, puis éventuellement, ça a été juste de la fatigue chronique. Mais genre, vraiment, c'est dur à expliquer aux gens qui l'ont pas vécu. Mais c'était n'importe quoi. Comme si tu traînes quelque chose constamment, mais que tu ne sais pas comment récupérer, en fait. Absolument. Puis j'avais beau dormir 12 heures par nuit, je me levais le lendemain matin, c'était comme si j'avais pas dormi. Puis là, à un moment donné, il y a eu assez de gros symptômes comme ça, que bon, là, je vais aller consulter, là, ça marche pas. Puis, encore une fois, c'est pas trop la faute de mon médecin, mais je suis allée voir mon médecin de famille, qui a fait des prises de sang, n'en plus finir, puis ils n'ont rien trouvé. Tout était beau. Puis, ça doit être la COVID longue. Désolée, je peux pas rien faire pour toi. Puis là, je suis revenue à la maison, puis j'ai pleuré. Maintenant, c'est pas possible. Genre, je peux pas, ça peut pas être ma vie, ça. Tu sais, j'ai 19 ans, j'ai rien fait encore. Ça peut pas être ça. Il y avait aussi le clash que tu sais que t'as de l'énergie quelque part, mais que là, tu sens qu'il y a quelque chose qui va plus, en fait. Donc, c'est ça. T'avais pas de mots sur ce qui se passait, finalement. Absolument. Puis, tu sais, c'était comme un fuck au complet, là. Je veux dire, ton corps te lâche, là, dans tous les sens. Puis, après 2-3 jours de pas sortir de mon lit parce que j'étais découragée, j'ai comme eu un petit flash dans le temps. J'avais vu un ostéopathe pour ma cheville. Et ça avait aucun rapport. Mais à un moment donné, durant mes rendez-vous, avant tout ça, avant que je sache tout ce que je sais maintenant, l'ostéopathie, ça joue quand même sur les énergies de tout ton corps. Puis à un moment donné, elle traitait ma cheville, puis elle a mis sa main sur mon ventre, elle a dit « As-tu des problèmes digestifs par hasard? » Je dis « Ben, non, là, pas pire que la normale. » Puis là, elle a comme ri, elle a dit « Écoute, si jamais t'as besoin d'aller voir quelqu'un pour ça, je connais une naturopathe basée en Ontario, j'ai eu quelques clients qui sont allés la voir, elle est extraordinaire. » Une chance que j'ai dit que j'allais pas faire ça une histoire longue. Non, mais là, c'est trop intéressant, là. J'arrive, on dirait que c'est très intéressant. Oui, c'est bon. Je veux pas que tu t'arrêtes. Non, c'est bon, je vais continuer. Tout ça pour dire que j'ai comme eu ce flash-là, je dis, peut-être qu'elle va pouvoir m'aider. Puis, entre-temps, j'avais commencé à faire mes propres recherches parce que c'était impossible. Puis, j'avais un peu tombé sur la condition que j'avais, mais je suis quand même allée consulter. Puis, effectivement, j'explique toute mon histoire de ma vie. Pour ceux qui sont déjà allés voir un naturopathe, c'est vraiment extraordinaire. Vous n'avez jamais vu un médecin même de votre vie. Il vous demande des questions pendant 3 heures de toute votre historique. C'est vraiment super fantastique. Puis, je suis arrivée là-bas, puis j'ai dit, là, j'ai pas le goût d'être la fille là, qui dit qu'il a réglé ses problèmes sur Google, là, mais
j'ai trouvé ce que j'ai, puis j'ai juste besoin que tu me le confirmes. Puis là, j'y ai dit c'était quoi, puis elle a dit tu vas être hot dans la vie, ma fille, c'est ça que tu as. Puis j'ai dit t'es-tu capable de me guérir, là, tu vas être capable de m'aider? Puis elle m'a dit oui, tu sais, tu vas être capable. Puis là, dans ce moment-là, j'étais genre toutes les larmes de mon corps, puis enfin, ça s'appelle le SIBO. Puis ça stand pour Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Fait que toutes les bactéries que j'avais, autant les mauvaises que les bonnes, étaient rendues dans mon petit intestin. Puis quand t'es pas supposé en avoir, autre que genre les bactéries normales, ça fait en sorte que t'es pas capable ou t'as de la difficulté à absorber les nutriments que tu consommes. Ce qui est essentiel, en fait. Oui, parce que en fait, tu sais, là, je rentre pas dans les détails du système digestif, mais il y a comme, c'est comme si ça sautait des étapes. Parce que les bactéries, eux autres, ils font leur petit truc, mais c'était pas supposé être là. C'est trop petit pour ça. Fait que ça pour dire que j'absorbais pas mes nutriments. Fait que ça faisait 1 an que je mangeais très bien, je mangeais comme normal, mais que mon corps... C'était carencé, en fait. Ouais, que mon corps absorbait rien du tout. Puis au-delà des vitamines, des nutriments, tout ça, mais mon corps n'était plus capable de digérer rien comme il faut. Sans exagérer, je me levais le matin, je buvais un verre d'eau, j'étais ballonnée en super enceinte le reste de la journée. Puis j'avais des douleurs, puis tu sais, genre c'était vraiment, vraiment intense, puis c'était ça la maladie. Fait que là, je vais vous sauver l'histoire de toutes les étapes à suivre, parce que c'est un processus, honnêtement, j'ai même pas vu. Parce que t'es encore en train de guérir. Mais ça va mieux quand même? Ça va beaucoup mieux. Mais c'est pas guéri. Puis en fait, c'est à travers les dernières 2 années de ma vie que j'ai dû complètement virer ma vie à l'envers, autant physiquement, mentalement, genre tout ça ensemble. Puis on parlait tantôt justement qu'il y a une connexion entre le corps physique et le corps physique et la santé mentale, puis c'est à travers ça que je l'ai découvert. Tu sais, j'ai jamais été quelqu'un qui faisait vraiment de l'anxiété, tu sais, c'était comme, tu sais, ça va, puis j'avais de la difficulté à comprendre, mais c'est qu'est-ce que ça veut dire être anxieuse, c'est qu'est-ce que ça veut dire être dépressive, genre, t'as surtout l'image de la personne, tu sais, t'as l'image de la personne anxieuse, donc t'arrives pas à t'identifier, je sais pas si ça te le fait aussi, mais t'as toujours l'image extrême, entre guillemets, d'une personne anxieuse, donc tu te dis, ça peut pas être moi, ça me ressemble pas vraiment. Non, absolument. Fait que ça a été tout un apprentissage pour moi de comprendre, tu sais, genre, pour la première fois dans ma vie, ma santé mentale était dans la poubelle, Puis là, il y a beaucoup d'autres choses qui se sont passées dans ma vie en même temps qui n'ont pas aidé, là. Mais ça a été le gros. Parce que tous tes happy hormones, toute ta sérotonine, tout ça, ça part de tes intestins. Fait que si t'es pas capable de bien digérer tes affaires, si ta microbiome florale n'est pas heureuse, tu ne seras pas heureuse. Fait que c'est vraiment dans ce bateau-là que je me suis trouvée. Mais l'autre élément de ça, c'est que c'est une maladie qui est, comme bien d'autres choses, influencée par ton stress. Fait que si t'es anxieuse, c'est comme un cycle vicieux, parce que la maladie te rend anxieuse et stressée, mais le plus que t'es anxieuse et stressée, le pire que tu te sens. Fait que là, il a fallu, tu sais, au début, moi, je pensais prendre quelques pilules, puis qu'après ça, yes, on repart, puis wouhou! Mais c'est pas ça qui s'est passé. Il y a eu, des médicaments, il y a eu plein de choses, mais la partie la plus dure, puis la partie que je suis en train encore de travailler plus que toutes les autres choses, c'est ma santé mentale. Puis comment gérer mon anxiété, comment gérer mon stress. Puis pour moi, ça ressemblait à plein de choses. Ça ressemblait à prendre l'inventaire de ma vie. Les gens qui sont dedans, qu'est-ce que je fais comme travail? Est-ce que je passe mon temps à faire des affaires qui me donnent l'énergie ou qui m'en prennent? Puis pour revenir finalement, à ta question de base, comment que je me sens quand je passe ma journée assise sur le divan, en tant que quelqu'un qui fait de l'anxiété de performance, oui, j'ai ces moments-là, mais je me rends compte maintenant, ça a pris tout ça, puis c'est pas toujours facile. Il y a des jours que je fais ça, puis que je me tape plus sur les doigts que d'autres, mais j'ai pas le choix. Mon corps n'a pas le choix. Ma tête n'a pas le choix. Puis oui,
c'est sûr qu'il y a des journées que je passe ma journée à regarder une série qui ne m'apporte pas grand-chose, entre guillemets, sur Netflix. Je me dis, tabarouette, genre, qu'est-ce que tu fais là? Tu pourrais tellement être en train de faire d'autres choses plus productives. Mais ça, what? Ouais. Si j'ai besoin de cette journée-là pour être capable de show up pour moi que pour les autres, toutes les autres journées de mon mois ou la semaine ou whatever, ben, il faut que j'apprenne. La seule distinction que j'aimerais faire, puis il faut que je sois délicate parce que des fois, je pense ça quasiment comme une excuse, mais j'ai remarqué que il y a des fois que, oui, la journée assise sur le divan à regarder Netflix me fait du bien. C'est ça que j'ai besoin. C'est ça que ma tête a besoin, c'est ça que mon corps a besoin. Fine. Mais il y a d'autres journées où que c'est facile de tomber dans cette pattern-là de « Ah, c'est facile, je m'assois, je suis lâche. » Ouais. Mais il y a des journées que ça m'enlève de l'énergie, ça m'en donne pas. Ouais. Puis c'est dans ces journées-là d'essayer de, oui, être douce avec soi-même, de, oui, se donner la permission de prendre le repos, mais de réaliser que des fois, le repos que tu as besoin est pas le même. Il y a des journées que tu as besoin de la journée sur Netflix, sur le divan, puis il y en a d'autres que tu aurais peut-être besoin de juste aller installer ta couverte dehors au soleil, puis prendre une sieste. Ouais. Ou juste, tu sais, vraiment rien faire. Pas se distraire avec la télé, ou un livre, ou un ci, ou un ça, mais juste de rien faire, ou de faire des choses, oui, qui sont reposantes, mais qui rechargent ses batteries pour de vrai. Ouais. Puis ça, c'est plus facile de le dire que de le faire. C'est dur. Parce que je me retrouve dans ce cycle-là souvent. Mais tout ça pour dire que non, c'est pas facile pour moi, mais j'essaye de vraiment être à l'écoute de qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qui va vraiment me faire du bien dans ce moment-là. Puis si la réponse, c'est que c'est être assis sur le divan puis regarder une émission, ben c'est ça. Puis c'est correct. Ouais. Puis on va le vivre, on en profite, puis demain sera un autre jour. Puis comment tu fais pour... tu sais, comment t'en es arrivé à là, finalement? Vu que tout ça, ça a été une découverte, est-ce que c'était des tests? Est-ce que t'as essayé plein de trucs, finalement, tu t'en es arrivé à là? Ou... Tu parles, genre, pour l'anxiété, genre, oui, de rien faire? Exact, de savoir, tu sais, d'être capable aujourd'hui de plus ou moins savoir ce qui te fait du bien, en fait. Ouais, ben ça, c'est genre la question au million de dollars. Je sais pas qu'est-ce que ma réponse aujourd'hui sera pas la même que ma réponse de demain. Une chose qui m'a vraiment beaucoup aidée, puis j'en parle pas beaucoup sur le podcast parce que je tiens quand même à garder une certaine limite, mais mon chum, en ce moment, lui, c'est genre, si moi je suis anxieuse, stressée, genre tout le temps, go, il est l'opposé. Ah, okay. Il est tellement chill, il est tellement relax. Lui, de passer, pas qu'il, là, je veux pas peinturer ça comme s'il fait rien dans la vie, mais il y a ses journées où il travaille, puis qu'il fonce, puis qu'il fait ses affaires. Mais il y en a d'autres que, lui, il peut passer la journée sur le divan à faire peu importe, puis pas se taper sa tête. Ouais. Puis de le voir aller, puis de, tu sais, c'est même lui des fois là, qui me le rappelle. Je vais être assis, puis là, on est supposé être en train de relaxer, puis là, il fallait que je fasse ça, puis il fallait que je fasse ça, puis pourquoi pas là? Puis tu sais, le cerveau m'arrête pas, puis ça va paraître drôle, mais il me force. Non, genre, là, tu restes assis, puis tu fais rien. Prends une sieste si t'as besoin. Mais tu sais, d'avoir quelqu'un là qui quasiment me l'imposait, ça m'a beaucoup aidé. Sinon, ça a été, j'en ai parlé un peu avec un autre invité qui est venu il y a quelques semaines, mais la meilleure partie de la conversation, on l'a eu hors micro, fait que je vais pouvoir la réintroduire ici, mais j'ai remarqué que une des raisons pour laquelle j'avais tellement de la difficulté à rester à rien faire, ou de faire quelque chose que je trouvais pas productif, mettons, c'est parce que je rattachais beaucoup de ma valeur, la valeur, tu sais, de moi, à être occupée, à faire des choses, OK? Moi, je suis une to-do list girl, OK? J'ai fait ma liste, puis il y a rien que j'aime plus que d'être capable de cocher ma liste et là, yes, j'ai accompli qu'est-ce que je voulais accomplir aujourd'hui. Mais ma valeur de moi-même était tellement rattachée à
ma capacité d'être capable de faire des choses puis de remplir mes journées au max, que si j'étais pas capable ou si je le faisais pas, ben, j'étais une mauvaise personne. Je pensais que j'étais de la merde. Puis c'est extrême, mais quand tu te retrouves dans une situation que c'était la valeur, c'était le truc avec lequel je m'identifie. Moi, je suis la fille qui travaille fort, qui fait tout, qui accomplit plein d'affaires. Puis que là, du jour au lendemain, je suis plus capable parce que ma santé me permet pas. Ben, j'ai été obligée d'aller retrouver c'est dans quelle autre chose que je trouve de la valeur. Parce que c'est pas vrai que je suis juste la personne qui est capable d'accomplir 150 000 choses dans ma journée. C'est pas vrai. Puis ça, ce processus-là, je veux dire, ça a été long, là, découvrir ça, puis de l'admettre. Puis tu sais, il y a des jours que je l'accepte pas, là, que je suis frue de pas être capable de faire les choses que je faisais avant. Le meilleur exemple, ce matin, je me suis levée, puis je me suis dit, bon, aujourd'hui, j'ai décidé que je faisais un entraînement de musculation. Pour un peu de contexte, j'en faisais beaucoup avant, là, avec ma santé, je n'étais plus capable. C'était très doux comme entraînement. Puis ce matin, je me suis levée, je me dis, c'est bon, je réessaye. J'ai eu mal, puis j'étais pas forte, puis au lieu de dire, wow, genre, tu l'as fait, tu as essayé, ben le discours était plus, genre, t'as-tu vu comment tout t'as perdu? Fait que, tu sais, c'est tout ça pour dire qu'il y a des journées que c'est plus facile que d'autres, mais que ça a été long. Il y a aucun truc miracle que je vais être capable de donner à quelqu'un pour les guérir, entre guillemets, parce que c'est pas de même que ça marche. Fait que je te dirais que le support de mon entourage, de s'imposer, même si tu sais, si t'es une fille de calendrier, bloque-toi ça dans le calendrier de pas rien faire. Parce que là, il y a rien d'autre que tu pourrais être en train de faire, tu l'as bloqué. C'est ça le truc qui est à faire. Fait que ça, c'est un truc que j'ai appris récemment qui pourrait peut-être aider. Sinon, j'ai beaucoup commencé à m'impliquer récemment dans l'idée de la spiritualité. Puis là, je m'en vais complètement dans le champ à droite. Mais dans ma tête, la spiritualité, ça a toujours été quelque chose pour moi qui était associé à la religion. Puis que pour être spirituel, je voulais que tu sois religieux. Puis à cause de ça, vu que je m'identifie pas nécessairement à ces choses-là, ben c'était pas pour moi. C'est pas moi ça. Puis dernièrement, j'ai jamais vu de psychologue ou tu sais, j'ai pas fait de thérapie, mais je pense que dans les conversations que j'ai pu avoir avec mes proches, beaucoup qui ont de l'expérience avec des passes de santé mentale difficiles, que j'ai été capable quand même d'aller chercher. Non, c'est sûr, c'est pas de la thérapie professionnelle, mais proche. Puis, ajoute à ça les livres que j'ai lus là-dessus, ça m'a beaucoup aidé. Mais, il y avait comme un truc qui manquait. Puis, tu sais, on parlait juste là, de la valeur de soi. Puis, je me suis rendu compte que je rattache ma valeur à des choses qui sont pas nécessairement dans mon contrôle, des fois, ou que c'est trop petit. Tu sais, dans le sens que je rattache mes valeurs à des choses qui vont peut-être changer, qui sont peut-être pas stables, ou peut-être pas à la bonne place. Puis, dans ces moments-là où que j'avais l'impression de plus reconnaître ma vie, de plus me reconnaître, ben, j'ai commencé à réfléchir au fait que, ben, peut-être que de me sentir comme si je fais partie de quelque chose beaucoup plus gros que moi-même. De virer, on dit souvent, oui, c'est important de virer l'attention vers nous-mêmes, mais je pense que dans ces moments-là, de virer justement mon attention vers les autres, comment je peux les aider, comment je peux les outiller, ou juste la grandeur de l'univers, de faire partie de quelque chose qui est complètement hors de ton contrôle. C'est hors de toi, c'est plus grand que toi. Puis si tu es capable de faire confiance, de mettre le pouvoir, entre guillemets, à quelque chose qui a zéro rapport avec toi, ben,
tu le sais que tu vas toujours avoir quelque chose. Tu sais, ta valeur va toujours être à quelque part, indépendant de qu'est-ce que tu réussis, qu'est-ce que tu réussis pas, les gens qui sont dans ta vie, les métiers qui sont dans ta vie. Puis là, je dis pas ça parce que c'est le chemin pour tout le monde. Ça se peut que non. Mais on dirait que pour moi, j'avais déjà commencé à faire un peu de la méditation, juste des affaires de breathwork, tout ça. Mais pour moi, de rajouter cet élément-là, d'essayer de lâcher prise, puis de relâcher le contrôle, puis je le donne pas à Dieu, whatever, juste genre la vie. Je fais confiance à la vie. Puis du moins, j'essaie. Puis c'est pas facile, mais on dirait que pour moi, ça m'a un peu aidé à soulever le poids que je traînais, puis que je me suis pas rendu compte que je traînais. Fait que, écoute, ça ressemble à quoi concrètement? Ben, dans les moments où que je suis très anxieuse, très stressée, que je me tape sa tête pour des choses que dans 40 ans won't matter, ben, la vie, she's gone. You know, genre, je vais être correcte. Puis ça, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Puis tu le fais consciemment ou tu le fais par la méditation ou tu sais, tu le fais... Ben, au début, pour moi, c'était surtout à travers la méditation. Fait que j'aimais beaucoup les méditations. Les méditations guidées. Puis la fille en question, je le partagerai, c'est pas la première fois là, que j'en parle, mais elle était justement dans la spiritualité, mais pas avec la religion. Puis elle en avait un peu dans ses méditations. Puis en fait, je me suis rendu compte que je résonnais beaucoup avec ces méditations, mais je savais pas pourquoi. Puis à un moment donné, j'ai fait le lien. Fait que c'était surtout à travers les méditations. Puis après ça, j'ai comme commencé à l'utiliser comme un outil, justement, dans ces moments-là où que j'étais stressée ou peu importe, ou que je doutais ou que j'étais incertaine. Puis il y a pas d'affaire tellement concret, plutôt de juste s'asseoir puis prendre un moment, puis le discours mental là, de ça va, puis c'est correct, puis il y a quelqu'un en dehors de toi qui va s'occuper de toi là, finalement. Mais je te rejoins vraiment beaucoup là-dessus, puis je m'excuse juste 2 secondes. Il n'y a pas de beaucoup là-dessus, puis en fait c'est juste que moi j'aime dire que j'ai la foi. Mais pas la foi, je suis moi non plus pas du tout dans la religion, quoi que ce soit. Pourtant, j'ai une famille très croyante. Mais j'ai une foi quelque part, j'ai foi en quelque chose, en fait. Puis on associe beaucoup la foi, je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis, parce que la foi est très associée à ce qui est religieux. Mais en fait, croire, ça n'a pas nécessairement besoin d'être en quelqu'un ou en une divinité ou quoi que ce soit. C'est, comme tu dis, redonner à la vie. Puis c'est juste avoir foi en quelque chose, en fait, avoir foi que la vie redonnera d'une certaine façon, que c'est une histoire d'attraction, une histoire de tout ça. Je connecte beaucoup avec ça aussi. Fait que wow, je m'attendais pas de tout dire ça aujourd'hui, mais j'espère que ça peut. Mais non, sérieusement, je serais curieuse d'ailleurs de connaître le nom de ta naturo. J'aime toujours avoir des bonnes adresses. Absolument. Parce que c'est très important, je pense, d'avoir de ce genre de contact-là, clairement. C'est ma meilleure amie. C'est limite un contact qui a changé ta vie, là, je pense. Donc, Ah oui. Puis ça fait, là, je le dis plutôt pour les gens qui sont encore avec nous. Ça fait des semaines que j'essaie de l'avoir sur le podcast parce que il y a tellement, elle connaît tellement de choses. Pour moi, justement, c'est tellement quelqu'un qui a changé de ma vie. Elle est juste occupée. Fait que ça va venir. Mais oui, absolument, ça va me faire plaisir de partager. C'est des contacts importants, là. Sérieusement, ça peut changer. Oui, parce que souvent, du moins, il y a tous les gens que j'ai côtoyés qui ont eu des affaires de santé ou autres, de juste savoir que quelqu'un t'écoute puis qui sont là pour toi, puis qui, tu sais, je veux dire, c'est ça, à l'écoute. Wow, OK. Il me reste 2 questions pour toi. Là, un autre que je t'ai pas prévenu, mais je t'ai dit que t'as écouté quelques épisodes, fait que peut-être que tu vas la voir venir. Est-ce que t'es fan de musique dans la vie? J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la musique, ouais. Bon, ça y est, prépare-toi. Un des jeux que j'aime bien jouer dans ma vie personnelle et que maintenant j'ai introduit dans le podcast, ça s'appelle les chansons de vie. Pour moi, la musique, c'est vraiment une énorme partie de mon parcours, de mon cheminement,
comment je vis mon quotidien, puis on parlait de qu'est-ce qui t'a aidé dans ces moments-là. Ben, de la musique, pour moi, c'est souvent quelque chose à quoi je reviens dans les moments, dans les beaux moments, dans les moments plus difficiles. Puis, il y a tellement des musiques que je vais toujours me rappeler toute ma vie qui ont des grosses histoires, des chansons de vie, finalement. Fait que j'aimerais que tu nous partages quelques-unes ou une de tes chansons de vie et l'histoire qui va avec. Ah ouais. Prends le temps de se passer, hein, ça, c'est le truc que je t'ai supposé de prévenir. Grosse question. Alors, je pense automatiquement à des chansons réunionnaises, forcément, parce que c'est la douceur. Il y a une chanson qui a fait, moi, un des gros événements de ma vie, c'est mon immigration au Québec, finalement. Je suis arrivée à 18 ans, toute seule, sans ma famille. Puis, je viens d'une famille nombreuse. Ben, on est 4 filles, c'est quand même nombreuse. Et on est très, 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 très famille, donc très, très, très tissée. Je suis l'avant-dernière de la famille, donc quand même une des petites qui s'en va, etc. Et très proche d'une de mes sœurs, notamment, avec qui est très proche d'âge de moi. On sortait souvent en boîte, etc. Et il y a une chanson qui est une chanson qui m'émeut encore beaucoup aujourd'hui, mais qui parle de cette histoire, en fait, qu'a quelqu'un d'immigré à son île. Et c'est vraiment une Réunionnaise, du coup, une chanteuse de La Réunion qui parle d'elle-même, de son immigration, en fait. Et les paroles sont juste, je saurais même pas t'expliquer, mais juste les paroles, j'ai l'impression que cette chanson a été chantée pour toi. Et au moment, justement, dans la dernière année, ils faisaient que mettre cette chanson-là. Et ça a été des moments pas tristes, mais un petit peu de tristesse de leur côté parce que je m'en allais finalement. Mais c'est des souvenirs que, ça a fait en sorte que dans cette année-là, j'ai vécu des choses intensément parce que tout le monde savait que j'allais m'en aller, donc c'était incroyable. L'artiste s'appelle Malkidja et la chanson c'est, je me rappelle jamais du titre. C'est pas grave, on va par après. Mais ouais, il faut que je me rappelle du titre. Non, là je me rappelle pas rapidement. C'est pas grave. J'ai la chanson en tête mais je sais jamais, je sais que le titre que j'ai en tête c'est pas le nom de la chanson, c'est ça le truc. Mais il y a celle-là, grosse, vraiment, c'est quand même une chanson triste, là, comme je dis, mais pour moi, ça représente pas nécessairement, ça représente un changement et mon attache, finalement, à La Réunion. Parce que j'en ai une chanson ou plusieurs? Tu peux, vas-y, amuse-toi. Celle-là m'a frappée. J'ai celle-là. J'en ai une autre qui me vient en tête rapidement aussi. Comme je disais, j'ai une blonde dans la vie. Et bon. Et puis je vais raconter un peu l'histoire, mais rapidement vraiment, parce que pour pas que ce soit trop long. J'ai toujours été avec des garçons avant ma blonde et elle aussi. Donc ça a été comme notre première expérience ensemble. Et ça fait 6 ans qu'on est ensemble maintenant. Et quand on s'est mis ensemble, on a été dans une espèce de période où il y avait un coming out, en fait, à faire. Ça a été pas compliqué parce que le fait qu'on soit loin de notre famille, etc., ça a beaucoup aidé. Mais il y avait ce côté-là où moi, j'avais clairement des sentiments pour une fille. Puis là, je sais pas quoi faire avec ça. Puis elle, je sais pas comment elle va le prendre et tout. Bref, il y a une chanson que volontairement, toutes les deux, on mettait. Et qu'on voulait que l'autre comprenne. Mais on a la même, en fait. Donc, c'est comme notre chanson à nous. Et en fait, cette relation-là, ça m'a tellement apporté, tu sais. Aujourd'hui, dans plein d'aspects, c'est quelqu'un qui m'a fait grandir. On a grandi ensemble aussi. Je trouve que ça s'est beaucoup apporté. Donc, il y aurait celle-là aussi, je dirais. Ces deux-là sont 2 événements quand même assez marquants. C'est quoi la chanson? C'est Marshall, encore une fois, c'est un artiste réunionnais. Donc, si les gens l'écoutent, ils comprendront peut-être pas les paroles parce que c'est du créole, mais la mélodie est belle. Ça s'appelle Suive à moi. Ça veut dire suis-moi en créole. Wow! C'est cute, j'aime ça!
Fait que, écoute, j'ai une dernière question pour toi. Je pense qu'on en a déjà touché un peu, mais je suis toujours curieuse de la poser pareil. Le podcast s'appelle What Moves You. Puis j'ai parti ça parce que je voulais vraiment montrer aux gens que des fois, souvent, c'est les petites choses qui s'accumulent pour devenir les grosses choses. Puis justement, quand on est à la recherche de quoi faire ou par où aller, que c'est pas nécessairement besoin d'être les grosses choses, que on est capable de trouver ça, la joie de vivre, le bonheur dans la vie à travers toutes les petites choses qu'on fait. Fait que si j'avais à te poser la question, c'est quoi qui te move? Ça serait quoi ta réponse? En général, j'ai un besoin constant d'apprendre, mais avec un grand A. Je dirais de moi, des autres, d'apprendre pour avancer en fait. Et les expériences, c'est quelque chose auquel dans lequel je mets beaucoup de valeur. Puis vraiment encore expérience au sens large, expérience avec des gens. Pour moi, ça, c'est une expérience. Peu importe tout ce qu'on vit, pour moi, notre vie est rythmée d'expériences. Donc, je pense que ce qui m'épanouit et ce qui m'aide à être en action, c'est d'essayer de vivre le plus d'expériences diverses possibles. Et par ça, ça implique vraiment pas mal de choses, en fait. Donc, je pense que c'est ça. Je pense que j'aime vivre simplement, j'aime vivre, apprendre de moi, des autres, rencontrer des gens. L'aspect social revient beaucoup là-dedans, mais vivre des expériences. C'est super. Ben, écoute, wow, quelle belle surprise. Je m'attendais vraiment pas à tout ça aujourd'hui, mais je suis vraiment contente, puis je suis confiante à 100% que ton message va avoir résonné avec les gens qui écoutent aujourd'hui, parce que ça va définitivement résonner avec moi. Merci. Au moins une personne, on dit. Oui. Donc, merci beaucoup pour ton honnêteté d'être là, d'avoir pris le temps. Je sais que je l'ai beaucoup apprécié. Fait que merci. Merci à toi, sérieusement, je suis très, très, très satisfaite de l'expérience. Honnêtement, je comprenais pas vraiment quand les gens disaient on a une conversation, mais on oublie le contexte dans lequel on est. Je me suis vraiment sentie comme ça, donc c'est une bonne nouvelle. Mais merci pour ton échange aussi, ton partage à toi, parce que j'en ai appris un peu plus sur toi aussi. Et c'était un vrai plaisir. Bon, merci beaucoup. Puis pour tout le monde qui écoute à la maison, je sais que c'est un peu plus long que d'habitude. Fait que merci beaucoup à tous ceux qui se sont rendus jusqu'à la fin. Puis on se voit lundi prochain. Bye! Salut.